Déjà, merci à vous d'être là. Merci au Jug Summer Camp de nous accueillir, qui est probablement la seule conf physique de l'année, je pense, en France. Non, il non y a eu le DevFest du bout du monde. Ah ouais, mais j'y étais pas. Moi, je faisais du ski. J'étais pas non. Alors, je vais peut-être agrandir, mettre les slides en perdu. Pendant qu'il se perd, merci quand même à vous. Ça fait vachement plaisir de voir des gens en face. Horacio l'a dit, mais je partage le point de vue. Voir du monde, c'est cool. Alors, bonjour, je viens de le dire. On se présente. Moi, je suis Philippe Charrière. Si vous voulez, là où je poste le plus, c'est sur Twitter avec un handle imprononçable, 433g_org. Je suis TAM chez GitLab. TAM, c'est Technical Account Manager. En fait, je tiens la main aux clients. Là, aujourd'hui, je ne viens pas vous parler de GitLab. En fait, je suis en congé et je viens de parler d'un sujet que j'aime bien avec mon camarade. Et donc, moi, c'est Louis Tournaire. Alors, j'ai aussi un handle, mais je ne suis pas très actif sur Twitter. Voilà, il y en a qui sont beaucoup plus actifs. Donc, si vous voulez des informations, c'est pas chez moi que vous les aurez forcément, mais c'est pas grave. Vous pouvez quand même regarder si ça vous amuse. Et je travaille à Zenica et moi aussi là, je suis en vacances, donc je suis là pour m'amuser. Et c'est cool. Accessoirement, on est co-lead tous les deux, plus un petit camarade qui est pas là, Thierry, du GDG Cloud et IoT de Lyon. Et je fais partie aussi de l'équipe de la conf virtuelle faite à l'arrache la semaine dernière, qui s'appelle la rentrée des speakers. Donc j'étais notamment avec Horacio. Alors, de quoi on va vous parler? Déjà, de comment transformer Kubernetes en PaaS ou en CaaS. PaaS, c'est vision fonctionnelle. Alors, il n'est pas toujours d'accord avec moi. Ouais, en fait, oui, c'est un PaaS à la base, mais en fait, il s'en sert plus comme un FaaS. C'est pas vrai, je suis pas d'accord. Mais peut-être que vous comprendrez pourquoi, ou sinon on peut discuter après. Quand je dis PaaS, c'est single tenant, donc pas de PaaS, on va dire de notion d'utilisateur avant de rentrer dans la plateforme. Ce dont on va vous parler sert à simplifier du Kubernetes. Alors j'avais marqué pas trop de slides, on en a quand même, mais on va les passer vite et on va surtout avoir de la démo. Si ça marche. Si ça marche. Depuis hier, on n'a pas arrêté, donc ça devrait marcher. Alors pourquoi on fait ça? Ou pourquoi on a créé ça? C'est parti d'un besoin, alors surtout pour moi, parce qu'il y a une partie qui connaît, de comprendre et d'apprendre, de m'amuser. Parce qu'en fait, j'ai comment on dit, ma malédiction, c'est que globalement, mes amusements sont aussi ce que je fais au boulot, donc des fois j'ai du mal à scinder les choses. Pour moi, avoir un outil pour améliorer mes expérimentations. Par exemple, quand je fais une web app et que je la publie sur une plateforme, j'aimerais bien avant, en local, avoir quelque chose qui ait le même comportement. Alors une web app, ça va, quoi, c'est pas compliqué, à la limite même sur localhost, c'est bien. Mais si on fait des microservices qui se parlent et qu'on veut en balancer plusieurs, j'aimerais bien que ça marche plutôt comme à l'extérieur, plutôt que de faire un localhost.30.30, localhost 30.31, etc. Donc pour essayer d'être comme en vrai. Ouais, il y a aussi des fois faire des paris idiots en fait. Hein. Ouais, des fois on se dit tiens, même pas cap de le faire. Allez, même pas cap. On déjeune souvent ensemble en fait et régulièrement on a des idées à la con et il y a toujours un pour dire ouais non mais finalement on va le faire. Alors avec quoi on va faire ça? Avec du Vertix parce que c'est le meilleur framework Java qui existe. Je suis un peu. S'il y en a qui veulent des stickers Vertix, j'en ai. Avec du K3S, Louis va vous en parler. Et puis en fait, ce qui va faire tourner tout ça, c'est du Knative, qui est un framework dont on va vous parler plus tard, qui vient de chez Google. C'est encore à moi? Ouais. Pourquoi? Ah oui, alors vous remarquerez, en haut, il y a un panda. Quand c'est le panda, c'est à moi de parler. Et quand c'est la bière, c'est à lui de parler. On a chacun nos préférences. Hein. Parce que moi, je suis vieux et j'arrive pas à me rappeler des trucs. Pourquoi Vertix? Parce que c'est un super candidat pour développer des microservices, justement. En plus, vous pouvez l'utiliser avec différents langages, et notamment avec du Kotlin. Donc, c'est un petit peu moins verbeux que Java, et c'est plus sympa à utiliser. Alors après, ça n'engage que moi. Vertix fournit aussi, alors on n'aura pas le temps de le voir en 45 minutes, mais des patterns clés en main pour faire du health check, du discovery de service, du circuit breaker. Vertix fournit tous les outils. En fait, Vertix, ce n'est pas un framework, c'est une librairie ou un ensemble de librairies qui vous permettent de faire des applis Java avec un code qui peut ressembler beaucoup à ce qu'on peut faire avec du Express.js et Node.js, dans l'esprit.
C'est pour ça probablement que j'ai adoré cette lib, parce qu'en fait je fais plus de JS que de Java. Et en plus la team est super sympa. En fait il y a un grand nombre de Français chez Red Hat qui bossent sur le projet Vertix, et du coup quand vous avez des soucis, ils sont assez sympas de prendre le temps en fait de vous répondre, et c'est plutôt sympa. Et en français qui plus est. Il y a un truc cool aussi dans Vertix, c'est qu'il est intégré à Quarkus, et Quarkus c'est top. C'est pas faux. Mais pas besoin, quoi. Vertix, ça suffit, quoi. Ça dépend ce que tu fais. K3S. Alors K3S, c'est déjà une distribution de Kubernetes, donc de K8S, mais elle est différente, elle est plus légère. En fait, ils ont enlevé 5 lettres, du coup, on divise par 2 la taille du mot et c'est plus léger, quoi. C'est un principe indiscutable. Voilà, c'est plus court, c'est plus léger. Bon, on pourra en discuter après de pourquoi c'est plus léger, mais c'est pas l'objectif là. C'est ultra facile à installer, à réinstaller, à installer, à réinstaller. Donc on s'amuse à tester des Je vais choses. te couper. Tu l'as fait, ça y est. On n'est pas sûr du réseau. Donc ce qu'on va faire, c'est que pendant qu'on passe les slides, on va créer un cluster. Je vous montre rapidement le code. On pourra repasser sur le code. En fait, il est super simple. On va lancer en fait la création et on reviendra après sur le code. Le code, en fait, il est. Bah non, j'ai fait pas comme tu as dit. En fait, ça, je monte ça. Je vous l'explique après dans une VM. Et en fait, ça se réduit à la ligne que je viens de surligner. Donc ça récupère on va dire les binaires de K3S qui sont chez Rancher, et ça installe. Alors le disable très fixe, c'est parce que pour installer Knative, on n'en a pas besoin, parce que Knative amène son propre gestionnaire d'ingress. Son propre ingress controller, et ça peut poser des conflits après selon comment c'est installé en plus. Donc là, je vais juste créer le cluster. Tu seras mieux, je pense, avec tes 2 mains après. Ouais, mais comme on va revenir au slide, là c'est juste pour lancer. Donc on prie que pendant qu'on parle, ça se passe correctement. Donc je te rends la main. Donc comme c'est un truc qu'on peut lancer, relancer, créer très facilement, c'est super aussi pour s'amuser, pour se former, si on veut découvrir Kubernetes. Alors attention, ne découvrez pas Kubernetes comme ça en vous lançant tout seul, c'est peut-être pas toujours une très bonne idée, mais quand vous avez quelques bases après, ça vous permettra de bien vous amuser. C'est une distribution qui est ultra légère et qui peut tourner sur un Pi, donc on peut s'amuser à monter un cluster de Raspberry Pi. On peut l'utiliser pour les l'IoT, pour certains cas d'usage. Donc je suis pas toujours d'accord avec Philippe. Donc Ouais, lui, j'ai rajouté une gateway. En fait, moi, ma vision personnelle, c'est qu'on peut faire une gateway avec du K3S sur un Pi pour avoir une gateway résiliente, et qui accepterait plein d'informations venant de centaines, voire plus d'objets, que ce soit sur du protocole MQTT ou du CoAP. Et ça permettrait de résister à la charge, et en redémarrage, ça permettrait de se connecter sans problème. On ne parlera pas d'accord tout dessus. Tu veux que je me teste? On sera pas d'accord. Ouais, je te rends la main. C'est ça. Mais tu sais pas faire d'IoT. Oui, de toute façon, d'abord. C'est pour ça que j'en fais pas. Et c'est sous l'égide de la CNCF, donc ça n'a rien à voir avec la SNCF, ne confondez pas. C'est sans rapport aucun, et c'est la Cloud Native Computing Foundations qui chapeaute plein de projets, dont Kubernetes, dont Istio, dont plein de choses. Alors, Knative, ça va être une couche à Kubernetes. Alors nous, à K3S, c'est un projet Google qui simplifie les déploiements sur Kube, mais pas que, ça fait plein d'autres choses. On parle d'un projet, enfin d'un framework serverless. Je suis pas d'accord. Oui, mais si Moi tu aussi, lis la doc, il y a pas marqué d'accord. serverless. Mais on peut faire quand même du FAS. Ouais. Mais à la base, c'est juste pouvoir déployer une application web, par exemple, dans Kube facilement, et ça vous gère toute la partie scalabilité, redéploiement, ça vous donne des facilités pour faire du blue-green, pour gérer le trafic, sans forcément être un admin Kube. Après, vous pouvez avoir des runtime serverless qui peuvent tourner dans des runtime FAS, qui peuvent tourner dans Knative. Après, c'est un débat de chapelle. Il y a 2 composants principaux. Knative Serving, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc c'est plutôt dédié pour les web apps, c'est ce que j'appelle le pass-like. Et Knative Eventing, et ça on ne va pas en parler parce qu'on n'aura pas le temps. Et puis c'était plus compliqué et je n'ai pas fini d'apprendre. Ce que j'aime bien dans Knative, c'est qu'il n'y a pas besoin de manifest YAML pour déployer vos applications. Alors normalement, tu as une remarque? Que sur Kubernetes, il n'y a pas forcément non plus aussi besoin de manifestes, mais de toute façon, les manifestes, moi j'aime bien. Voilà, et pas moi. Parce que moi je viens du Scott. PASS et je faisais tout en ligne de commande et j'aimais bien. On peut utiliser quand même des manifestes pour Knative, mais ils sont simplifiés. Une sorte de DSL YAML. Bah, comme Kubernetes, quoi.
C'est la même. C'est ça. C'est parti en fait. Donc, globalement, un déploiement vintage qui fait mal aux yeux et qui pique avec Kubernetes, ça ressemble à ça. Vous avez beaucoup de YAML pour décrire plein de choses. Moi, il y a plein de choses là-dedans, je ne sais même pas à quoi elles servent. Et après, vous faites un Docker build, un Docker push, et puis un apply de vos différents fichiers YAML pour déployer. Donc, comme il est très objectif, il ne vous dira pas que en fait, ces 2 fichiers, sur les 3 fichiers de déploiement, il y en a 2 qu'on peut faire en ligne de commande. Hein. Voilà, et Mais puis il dira pas. j'ai enlevé le slide. Un déploiement qui est native, c'est quand même vachement plus lovely, quoi. Je suis d'accord. Bon, alors vous êtes toujours obligé de builder les images. Alors nous, après, on a rusé pour ne pas avoir d'images à builder pendant la presse. Mais sinon, pour déployer, c'est un KN, c'est la CLI de Knative. Create. Alors, il y a update existe, mais si vous voulez aller plus vite, vous faites create-force et ça fait à la fois la création, l'update et tout ça. Le nom de votre service, et puis après, vous pouvez passer des variables d'environnement, dire l'image que vous allez utiliser, des choses comme ça, et c'est pas plus compliqué que ça. Après, on va voir qu'on peut rajouter des choses intéressantes. Comment ça va se passer? Alors, ça sera des démos, mais pas tout de suite. Principe mis en œuvre. On a une image. Je mets à la fin le. Enfin bon, le repository est dit à la fin. On a une image qui a un projet Vertix. J'utilise GraalVM pour le faire, parce que dans GraalVM, vous pouvez exécuter du JS, du Python, du Ruby de base. Après, aussi. Du Wasm aussi. Ouais. Et puis après, Scala, il paraît, mais je ne suis pas arrivé à le faire. Et du coup, vous pouvez injecter du code dans vos applications Java. Donc nous, on a une image qu'on ne rebuildera pas, et en fait, on enverra des variables d'environnement avec du code JS. L'avantage de GraalVM, c'est qu'il va quand même vérifier et compiler en bitcode le code JS, donc si vous balancez n'importe quoi, vous aurez une erreur d'exécution, donc il y a un minimum de sécurité. Bon, on a fait un faux face en fait, et ça rejoint la remarque de Louis tout à l'heure. Et puis moi, c'était pour mes expérimentations, en fait, faire du Docker build, Docker push, ça me gaffe, donc c'était juste pour pouvoir tester Knative tranquillement sans rebuilder à chaque fois. Alors après, j'aurais pu le sous-traiter à autre chose, mais c'est un autre sujet. Les outils pour faire tourner tout ça. Donc, alors moi j'utilise Multipass. Est-ce que vous connaissez Multipass? C'est un gestionnaire de VM qui vient de chez Canonical. Alors ça ne virtualise que du Ubuntu. Donc si vous avez d'autres besoins, passez sur du VirtualBox ou autre chose. Du Vagrant? Ou du Vagrant, tout à fait. Tout ce qu'on a fait, vous pouvez le reproduire en Vagrant, hein, de toute façon, parce que c'est que du shell. Et dedans, je monte le cluster K3S. Et Multipass existe sous Windows, sous Mac et sous Linux. Vous pouvez faire aussi du K3D, c'est plus la spécialité de Louis. C'est top, on pourra en parler après, mais on n'aura pas le temps là. Donc c'est du K3S que vous faites tourner dans du Docker. Ça a quelques avantages. Donc du Vertix, du Docker, du K9S, c'est un outil pour suivre ce qui se passe dans le cluster. C'est dans un terminal, c'est super sympa. Kubectl, c'est la CLI de Kube, pour passer les commandes à Kube. KN, CLI de Knative. On utilise E à un moment, on ne regardera pas les résultats de E, mais on a besoin de stresser nos services pour voir comment Knative se comporte en fait quand on le stresse. Et HTTPIE, c'est un curl, mais avec de la couleur, c'est plus joli. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc, le microservice Vertix qui compile des fonctions. Je vous le présente assez rapidement. Un microservice Vertix, en fait, on appelle ça on instancie un vertical. Et il y a 2 méthodes de base, la stop et la start. Alors, quand tout se passe bien, la stop est déclenchée automatiquement. Mais comme tout ne se passe pas toujours bien, il vaut mieux avoir d'autres services qui gèrent les services pour vérifier qu'il n'y en ait pas qui n'existent plus pour rien. Là, c'est un petit peu petit, mais vous le reverrez sur les slides. Dans mon start, je vais chercher la variable d'environnement qui est le code source et je la compile. Et si tout va bien, je crée une route HTTP que je pourrais appeler et qui me renverra le résultat de la fonction dans un fichier JSON. C'est du Kotlin. Je pensais que ça serait plus lisible, mais et là je ne peux pas l'agrandir, je suis désolé. Le compilo, en fait, utilise les fonctionnalités de GraalVM, donc c'est le package Polyglot. Donc globalement, je passe une string, je compile la fonction, et après, une fois qu'elle est compilée, elle est en mémoire en fait du microservice, enfin de la JVM, on va dire, qu'il exécute, et je pourrais appeler à distance le invoke function en lui passant
le nom de ma fonction et des paramètres. Du coup, donc, comme je vous disais, on va réutiliser toujours la même image. On va injecter du code au microservice par le biais de variables d'environnement. C'est le microservice qui va compiler le code. Et puis après, on pourra déployer, redéployer sans avoir à rebuilder. Alors dans la vraie vie, il faut rebuilder. Hein. C'est totalement expérimental. Et on va pouvoir passer à la démo. Super. Alors il vaut mieux que je m'assoie, c'est ça? Ouais. Donc vous allez voir, il parle beaucoup pendant la démo parce qu'il a beaucoup de choses à dire sur les parties techniques, plus que moi. Le cluster est créé. Alors, on va voir, je vais lancer... Ah oui, pardon. Vous m'entendez toujours? Oui, super. Hop. C'est pas pratique ce truc. Je vais lancer le K9S. Donc, il y a du bleu, ça veut dire tout va bien. Est-ce que la partie K9S, vous y voyez suffisamment? Ou est-ce qu'il faut que je l'augmente? C'est bon? Ok, super. Donc en fait, K9S, c'est un petit utilitaire codé en Go qui vous permet de voir ce qui se passe dans votre cluster et vous n'êtes pas obligé d'avoir tous les dashboards compliqués en mode web. Ça suffit pas mal. Vous pouvez aller faire un tour dans les logs facilement. Vous pouvez faire un describe et voir ce qui se passe, pareil, dans les pods. C'est super pratique. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on a rusé un petit peu. On a des images qui sont toutes préparées pour installer. Parce que via le réseau, on a fait des tests hier, c'était pas gagné. On est passé de quelques 10, 15 secondes, 20 secondes pour déployer, récupérer les images. On balle pas trop, on ne sait jamais. Si vous récupérez les codes sur le repo qu'on vous fournira, le load des images, vous n'êtes pas obligé, parce qu'en plus, on est obligé d'avoir, c'est les hash des images fixes. Oui, on l'a fait vraiment, c'est un truc très sale pour une version précise. Il vaut mieux utiliser les scripts de manière standard dans ce qu'on a fait, et ça permet de tout downloader, d'avoir les bonnes images, les bonnes versions. Et là, il n'est pas d'accord. Enfin, pour l'instant. Si, il est en train de travailler. Il est en train de travailler, il va récupérer les tares. Alors, vérifie que tu es bien le tard parce qu'il a fait des trucs bizarres. Tout à l'heure, il a poussé les tares sur le repo. Du coup, j'ai dû tout cleaner, nettoyer, réécrire l'histoire. Ouais, je les ai, ouais. Ah non, si, c'est en train de copier, autant pour moi. Je suis passé en mode panique. Donc là, quand il fait ça, en fait, simplement, on injecte les tares qui correspondent aux images Docker directement dans le runtime. Donc, c'est pas du Docker, c'est un autre runtime, pour que derrière, ce soit plus rapide à charger, qu'il n'ait pas besoin de faire un appel réseau. Ça devrait pas et après, il va lancer les scripts qui vont instancier le reste de la partie où il va installer en fait la partie Knative. Mais il y aura déjà les 3/4 des images qui ont été préchargées, donc ça ira beaucoup plus vite. Pendant que ça le fait, je vais ouvrir celui-là. Ouais, c'est pas gagné ce que je fais. Donc il a préchargé les images. Je dois installer Knative, il faut quand même que je vous le montre. Là, je vais y arriver. Alors, par contre, il faudra que j'agrandisse un petit peu. C'est peut-être mieux si je le monte dans VS Code. Peut-être, ouais. Est-ce que vous voyez là, au fond? Ouais. OK. Donc, pour installer Knative, la doc de Knative est super bien faite. Donc, globalement, j'ai fait des copier-coller de ce qu'il y avait dans la doc dans du shell. À savoir qu'en shell, je suis une bille. Et ça a presque marché du premier coup. Nous, on l'a rendu paramétrable pour avoir la dernière version. Donc globalement, là, on est en 0.17 de Knative. Vous récupérez différents fichiers de Knative. Des fichiers YAML, mais il n'aime pas ça. Qui définissent l'état désiré. C'est YAML, j'aime bien, mais pour déployer une web app, c'est trop, non? Ensuite, ça va installer la couche de networking. Alors pareil, Knative vous en propose plusieurs. Nous, on utilise Courier ou Courir, je ne sais pas comment on le prononce, qui est une version simplifiée, on va dire, d'Istio et qui tourne bien dans du K3S. Il y en a, je crois, Istio, si vous essayez dans K3S, ça risque de partir en sucette. J'ai lancé les scripts d'install en parallèle, c'est une bonne question. Ouais, mais non, ça va vite, j'ai pas besoin. Lance-le quand même, comme ça on décrit les trucs. D'accord, pardon. Hop. Alors, je vais reprendre. Là, c'est en train d'installer. Alors, ça ne va pas chercher les images puisqu'on les avait préloadées. Vous voyez que c'est en train de
faire des choses dans mon cluster. Ça passe tout de suite en running, en fait. Voilà, donc je reviens sur le code. Donc là, c'est en train de démarrer. Donc courir, on sait que ça marche sur K3S. Je n'ai pas essayé les autres, à part si j'avais essayé Istio, mais je ne m'en suis jamais sorti. Donc ça, j'ai installé la partie standard de Kinetic Serving, parce qu'il y a un Kinetic Eventing, on n'y touche pas aujourd'hui. Après, on va installer ce qui sert à... Je vais le lancer d'abord. Hop. Ce qui sert à gérer les DNS. Donc globalement, pouvoir avoir une URL lisible pour aller chercher, pour appeler votre web app. Knative fournit, alors pour l'expérimentation, parce qu'en prod ce ne serait pas une bonne idée, quelque chose qui s'appelle Magic DNS et qui vous permet d'utiliser xip.io. C'est comme nip.io, je ne sais pas si vous connaissez. Ça vous dit quelque chose ? Je explique rapidement le en principe. fait, c'est un pseudo DNS, on va le requêter avec toto.127.001.xip.io et il va nous répondre 127.001. Et puis si on dit titi.127.001, il va nous répondre 127.001. Et puis si on dit trucmuche.192. il va nous répondre ça, quoi. Donc il va simplement, on le requête, il parse l'IP qui après, avant le xip.io ou le nip.io, il y en a plusieurs. Et il renvoie cet IP-là, donc c'est très pratique pour du test. Et pour toutes les parties ingress, en fait, on a besoin d'un point d'entrée avec un nom DNS. Donc ça nous permet d'avoir du pseudo DNS sans acheter de domaine ou quoi que ce soit. Donc là, normalement j'ai lancé, oui. Là, on a déjà tout ce qu'il faut. On a un Knative fonctionnel pour commencer à déployer du service. Donc, j'ai un script qui n'est pas à jour en fait. J'ai 2 scripts pour créer des services. Je vais vous les montrer. J'ai pas mis à jour le fichier des tasks. Non, je l'ai splitté en 2 pendant que... Je l'ai vu splitté en 2. Pendant que tu dormais. Non, alors, pour déployer un service, ce que j'ai fait, c'est que... Alors, j'utilise toujours le namespace démo. Il a été créé à la création du cluster. Je donne un nom à mon service. Je donne un nom à ma fonction. Alors, le nom de la fonction, ça n'a rien à voir, c'est pas spécifique à Knative, hein, c'est ma tambouille avec mon microservice Vertix. Je mets ma fonction, alors ce qu'on a fait une petite image, l'image de base qu'on lance normalement, elle embarque tout ce qu'il faut pour GraalVM pour utiliser aussi du Python, du Ruby, on va être multilangage. On a fait une image plus petite qui utilise que du JS, pour justement au chargement, ça aille un poil plus vite. En l'occurrence là, en plus, on l'a préchargé, donc ça ira bien. Donc j'ai une fonction qui ressemble à ça. Et pour la déployer, je fais un kn service create --force le nom du service. J'explique à Cube dans quel namespace. Et ensuite, je remplis mes fonctions, mes variables d'environnement. Je vais y arriver. Donc, mon nom de fonction, le type du langage. Parce que GraalVM a besoin qu'on lui dise quel type de langage il a besoin pour compiler. Le nom de ma fonction, le type de content type que je veux en termes de retour et l'image que je vais utiliser. Toute la partie env, c'est des trucs qui sont spécifiques à la tambouille interne de l'image. Hein. C'est pour ce besoin-là. Après, on peut tout le temps passer des env, c'est un comportement normal. Là, voilà, pour faire du Knative, vous n'avez pas forcément besoin de passer ces paramètres-là. Donc, j'en ai 2. Je vais aller vous montrer le code de l'autre, mais je le lance en même temps. Je ne sais pas écrire. Donc vous voyez que pendant la création, les pods se créent. Donc c'est mes web apps, enfin mes services. Donc le deuxième service s'appelle Yo. Il a un code qui doit être un tout petit peu différent. C'est dans le message qui va retourner. Par contre, pour le lancer, c'est la même chose. Et si je modifie le code, et j'ai juste à refaire mon kn service create-force et en balançant tout ce dont j'ai besoin. Alors normalement, le standard, je le rappelle, Philippe l'a dit, c'est des nouvelles images qu'on déploie. Hein. Mais bon, là, on gagne du temps comme ça. Donc si je vais appeler... Ah oui, alors il faut quand même que je montre le code pour appeler les services. Donc j'appelle mes 2 services, en fait, c'est... Alors, cette ligne-là, c'est juste pour récupérer l'IP de ma VM. C'est une tambouille par rapport à Multipass. Donc ensuite, pour appeler mon service, je fais un HTTP post, donc c'est l'équivalent d'un curl, et Knative construit l'URL du service avec le nom du service, le namespace et l'IP de la VM.xip.io. Dans le modèle Magic DNS, quoi. Voilà. Et là, je passe un paramètre à mon service.
et j'avais appelé l'autre service en même temps. Bon. Ces URL, on les retrouve quand on a créé les services Knative. Vous les voyez on ici. les voit. Voilà. Knative à la création vous explique sur quelle URL vous pouvez appeler votre fonction. Et si vous voyez dans NFS, en bas à droite, on voit qu'il a créé en fait des pods donc, qui correspondent à ces applications qui sont déployées, mais qui sont dans un statut un peu particulier. Ils sont violés, ils sont terminated, c'est-à-dire que comme il ne se passait rien, ils ont été automatiquement tués. Donc c'est déjà une partie du serverless en fait. S'il voit que personne l'utilise, il faut à la trappe. Je vais les appeler, du coup ça va les réveiller. Donc c'était les requêtes HTTP. Donc c'est là si on va voir que ça s'est installé correctement ou pas. Donc vous voyez qu'il est en train de créer un nouveau pod pour le service Hello. Et j'ai un problème avec le deuxième. Tu m'as dit quoi? De faire un dig? Ouais, des fois il y a des trucs un peu bizarres avec la partie xp.io et des fois un petit dig en fait dessus permet de créer un cache et ça marchera mieux derrière. Et puis on a quand même pas mal bidouillé depuis hier. Donc c'est très pratique, mais c'est pas proof-ready. Chez moi, je m'en suis monté un petit serveur qui fait ça parce que des fois, c'est un peu énervant de repasser des digs à chaque fois. Dig, si vous ne connaissez pas, c'est les NSLOOKUP, c'est pareil. C'est lequel qui répond pas? C'est IO. Ouais, des fois, de le recréer, ça marche. Ouais, je sais, c'est bourrin, mais... C'est pas grave, ça coûte le même prix. Donc, pendant qu'il explique juste le principe, en fait, c'est quand vous faites votre appel HTTP, il n'est pas directement dirigé en fait vers le service, il est dirigé vers vers un pod dédié qui s'appelle l'activator, qui prend le flux, qui va en fait en permanence envoyer des métriques, dire voilà, il y a 0 requête seconde, il y a 1 requête seconde, il y a voilà qui renvoie des métriques à un autre service qui est chargé lui de faire du scaling. Et quand il n'y a rien du tout, le service qui fait du scaling, il passe à 0 le nombre de pods en face, et puis quand il y a des requêtes, il va les instancier. Donc il stack les requêtes et il lui dit tiens en fait vas-y et puis après ça fait suivre. Donc cette fois-ci, après avoir recréé 2 fois, ça fonctionne. Alors croyez-moi, chez moi ça marche à chaque fois bien sûr, mais ça c'est un classique. Donc les 2 services ont bien redémarré. Vous voyez que le précédent en fait il est en train d'être terminé et ça c'est les 2 en cours. Et au bout d'un moment ça repasse en violet parce que Knative décide de les mettre à la benne. Donc les violets qui restent, c'est les violets qui ont été terminés mais qui n'ont pas été encore complètement purgés. On peut par exemple encore consulter les logs. Faut être rapide parce que ça va être vite purgé. Ouais, moi j'y arrive jamais. Ensuite, on va installer quelque chose qui permet de dire à Knative qu'il peut faire de l'autoscaling sur les services. Alors, il y a différentes solutions. Là, j'installe juste la partie qui est une fonctionnalité de Kubernetes. Qui est le horizontal pod autoscaler. Donc c'est pareil, Knative fournit ce qu'il faut pour rajouter cette fonctionnalité-là à Knative. En fait, la fonction existe, c'est juste l'implémentation, faire en sorte que Knative puisse l'appeler. Parce que là, pour l'instant, il est en mode 0. Attends, je vais le faire directement à partir d'ici, je vais gagner du temps. C'est pas faux. Voilà. Ensuite, quand vous avez ça, vous pouvez utiliser Knative pour lui dire que pour un service particulier, il va réagir d'une certaine manière afin de permettre à Knative de le faire scaler ou déscaler. Donc là, globalement, je lui dis d'attendre d'avoir plus de 5 requêtes concurrentes pour commencer à scaler les pods, pour commencer à en rajouter. Et son échelle, sa taille minimum c'est 1, sa taille maximum c'est 20. Alors après, je maîtrise moins bien la partie E qui stresse, donc j'espère que je ne vais pas tuer le cluster. Là, je ne le fais que pour le service IO. Donc je vais stresser IO, je vais stresser Hello, à qui je n'ai pas fourni de possibilité de scale, et on va juste voir que en fait, ça fait popper des je vais y arriver, des pods, presque à la demande. Donc le code de stress ressemble à ça, en fait. Je donne l'URL de mon service et j'utilise E en lui donnant une durée, une valeur d'appel concurrence. Voilà, je vais y arriver, merci. Et puis je lui fais un post sur l'URL que je lui ai transmise.
Et juste là, si vous avez fait attention aux requêtes pendant qu'il laisse ça, c'est tout le temps KN. Pour l'instant, on n'a fait que du KN service. C'est vraiment le gros objet qui est au-dessus. En fait, il y a d'autres objets qui gèrent dessous, mais c'est le requête principal qu'on fait, donc des creates, des updates, des choses comme ça. C'est ça que je voulais monter. Donc là, normalement, il doit être en train de s'exciter. Il y a des pods qui doivent effectivement popper. Normalement, ça devrait un peu plus... Normalement, Io devrait partir en sucette. Alors, qu'est-ce que j'ai pu faire comme bêtise? C'est celui-là. Concurrency. Non, ça c'est pour le stress. Donc, add. Est-ce que j'ai lancé le... Je sais pas. Tu as peut-être lancé le HPA, mais tu n'as peut-être pas mis à jour la politique. Donc forcément, alors, il faut attendre un petit peu. Mais il est peut-être toujours en train en plus d'avoir son test de perf. Mais là maintenant ça devrait le faire. Parce que là il est du CPU level up. Attends un peu avant de le lancer. Là il est en train de... Ta VM s'ouvre. Ouais. Je suis confiant. Ils sont toujours running. Et tu les as lancés en tâche de fond. Donc, en fait, il a rendu la main, mais il continue de travailler en tâche de fond là. Ça commence à libérer des pods. Ouais, je dois pouvoir le lancer là. Je sais pas, je vois que K9S il dit attention. Tu pourrais en command line faire un top node. C'est point espace point slash. Attends, je ne retrouve plus mes variables d'env. Bon, ils sont tous terminés, donc ça doit commencer à aller mieux là. Et les CPU va mieux. De toute façon, c'est bon. C'est bon, je peux lancer. Ouais. Alors cette fois-ci, il devrait me créer plein de Io. Voilà. Donc j'avais oublié de lancer le script qui disait tu scales si tu es un peu stressé. Donc là, ça permet de faire... j'ai peut-être modifié une valeur, de créer beaucoup de pods. Et donc c'est pour ça on disait faites pas ça en prod tout de suite. Mais ça montre bien qu'Io scale et par contre Hello, on a beau le stresser, il n'y aura qu'un seul pod. Je vais quand même essayer de continuer pendant que il n'est pas en train de gueuler, donc ça devrait marcher. Oui, puis tu n'en as lancé qu'un seul, tu n'en as pas lancé deux. Ouais. Alors, donc j'étais sur la partie stress. Il y a un autre truc qui est super intéressant avec Knative, c'est la gestion du trafic. Alors je vais créer un nouveau service. Je vais vous montrer après à quoi il ressemble, mais il est exactement similaire au service en cours. Donc c'était celui-là. Donc une petite fonction qui retourne du JS. Je crée le service. Je veux... Quand vous créez un service Knative, Knative crée une révision du service automatiquement. Et si vous recréez le service, si vous l'updatez, Knative va créer à nouveau une nouvelle révision et à chaque fois que vous appelez, en fait, vous appelez la dernière révision. C'est comme une espèce de snapshot de votre configuration avec l'image, avec tout ça à l'instant T. Donc vous faites un nouveau service, vous créez une nouvelle révision, une nouvelle snapshot, quoi. Donc là, vous voyez, j'ai lancé un shell qui, en boucle, regarde la liste des révisions pour le service qui s'appelle et le trafic est à 100% dessus. Normalement, je dois pouvoir l'appeler en faisant un call du service. Donc on va voir déjà si il est vivant. Il est vivant, donc tout va bien. Ensuite, vous pouvez créer des révisions, mais en les nommant vous-même. C'est-à-dire que, par exemple, je vais créer une révision que j'appelle Yellow. Donc pour ça, en fait, c'est le révision name et le nom de la révision. Donc si je le lance ici, c'était le point 13. Il me crée une révision. Vous voyez ici qu'il a créé un nouveau service avec le nom de la révision.
Vous voyez que le statut, il est ready, il est marqué à unknown now. Donc pour l'instant, il y a 0 trafic. Et Voilà. le statut Et le est passé à trafic. ready, il a basculé d'un seul coup tout le trafic sur la dernière. Donc il a attendu de l'avoir créé pour déplacer son pointeur, pour dire c'est bon, tu peux y aller sur celle-là. Et si je rappelle le service, il va me donner le résultat de ma nouvelle révision. Donc là, cette fois-ci, c'était ma révision jaune. J'avais rajouté ça pour que visuellement, on voit la différence. De la même façon, je peux créer une nouvelle révision que je vais appeler orange. Donc, pardon, excusez-moi, je vais un peu vite. C'est le même code, sauf que là, je l'ai appelé orange et que j'ai rajouté un petit rond orange dans la payload JSON. Donc, je crée ma révision qui était, ça doit être la 14. Donc là, vous voyez qu'il crée la révision orange. Qu'elle est en train de se déployer. Voilà. Et donc, si je rappelle, automatiquement, à chaque création de révision, le trafic est déplacé sur la nouvelle révision. On vérifie juste que je ne dis pas de bêtises. Je suis bien en orange. Un des intérêts de la révision, c'est de pouvoir splitter le trafic et le répartir sur différentes révisions. Alors pour faire ça, en fait, il faut utiliser le paramètre trafic, le nom du service, tirer le nom de la révision et lui donner un pourcentage de répartition de trafic. Il faut qu'on accélère. OK. Donc, je vais le lancer d'ici. Et donc là, en fait, on verra, si tu rebascules de l'autre côté, qu'on a un 50-50 qui est apparu. Et du coup, si on fait les requêtes, il va répartir en fait les requêtes sur les deux révisions et on aura les messages qui vont alterner. Donc du coup, si j'appelle mes services, il faut qu'il se réveille. Voilà, il faut qu'il se... On va y arriver. Bon, alors là, il y a surtout du jaune. Donc, mais si je recommence, vous voyez qu'en fait, il répartit la charge en fait, sur du orange ou du jaune. Il nous reste combien de temps? On a déjà dépassé de presque 10 minutes. Ah mince. Alors, je vous montre juste le bout de code. Alors, on a commencé rapidement. à On a commencé à écart. 16h15. Bah oui, non. Et il est... Ah, ouais, effectivement. C'était une demi-heure. Je vous montre juste un bout de code et après je vous présente les choses. Ce système-là, vous pouvez l'utiliser pour faire du blue-green en fait. Donc par exemple, vous créez une révision bleue et vous pouvez lui mettre directement le trafic dont vous avez besoin. Vous faites votre code de la révision green, mais vous laissez le trafic sur bleu. Et quand vous êtes sûr de ce que vous avez, vous pouvez faire un switch de trafic et vous pouvez revenir de la même façon sur bleu. Parce qu'en plus, vous pouvez tester une révision avec qui a été taguée de manière spécifique avec une URL spéciale. Voilà, en fait, si vous taguez vos révisions, c'est-à-dire en utilisant tag, moi j'ai tagué green et tagué bleu, vous pouvez, même s'il n'y a pas de trafic sur la green ou sur la bleue, vous pouvez directement appeler l'URL pour vérifier que ça se passe bien. Donc, on ne pourra pas vous le montrer parce qu'on a été un peu trop lent, mais ce n'est pas plus compliqué que ça. Et tout le code est disponible sur... les slides le montreront. Donc merci pour votre attention. Et désolé, puis on peut répondre aux questions après, si vous voulez. Dans le couloir.